J'ai le plaisir de présenter Maria Teresa Giaveri, qui est membre de l'Académie des sciences de Turin et de l'Accademia Peloritana et professeure émérite de littérature comparée à l'Université de Turin. Alors, elle a publié plusieurs inédits de Paul Valéry, dont elle a aussi beaucoup traduit des textes en prose et toute l'œuvre poétique. Parmi ses derniers livres figurent Colette, Romanzi e Racconti, Lady Montagu e il Drago Mano et Nei mari di Ulisse. Et elle va nous proposer une approche du cours de poétique avec quelques hypothèses et quelques choix, prolongeant donc les deux communications de tout à l'heure. Je lui cède la parole. Merci, et merci William pour cette invitation qui est aussi une occasion de rencontre. C'est un plaisir pour moi de faire un discours avec vous, ouvert, qui est aussi une occasion de souvenir de certains moments de ma vie avec Valéry, et de parcours, un peu en suivant l'exemple ce matin de notre collègue Orsola, de parcours de ce qui a été, je dirais, la connaissance, la découverte parfois de Valéry, à partir des choses qu'on a lues au fur et à mesure, à partir des œuvres de Valéry qu'on a connues progressivement. Alors, je vais commencer par ce qui était la grande époque dont Orsola parlait ce matin, lorsque Ungaretti écrivait et disait « c'est le poète européen ». Aussi Prezzolini dit « c'est le poète européen ». C'est l'époque entre deux guerres, l'époque de ce que notre poète de Sète pourrait appeler les trompettes de la renommée. La grande époque pour l'Italie, je vais parler naturellement de l'Italie, la découverte de Valéry poète surtout. Et Valéry est aimé par la culture officielle. Lorsqu'il vient en Italie, il rencontre les poètes, il rencontre D'Annunzio, il rencontre Ungaretti, il est invité par naturellement la culture officielle à partir de Mussolini. Il est presque, je disais, un peu sollicité. On voudrait de lui certains textes pour cette culture officielle. Il est aimé par la culture officielle, mais il est aimé aussi par la culture antifasciste. Et je voudrais citer, parce que je trouve un exemple très beau, le numéro de Il Baretti, une revue antifasciste qui après a été fermée par les fascistes, ou un numéro en l'honneur de Gobetti. Gobetti qui a été tué par les coups des fascistes. Et ce numéro en l'honneur de Gobetti est presque entièrement dédié à Valéry. C'est-à-dire, pour une certaine culture italienne, Valéry est l'exemple c'est la renommée, c'est peut-être une espèce d'élément à côté de ce qu'à l'époque on appelait le génie italien à l'étranger. Et en réalité, pour la culture antifasciste, Valéry est la liberté de la pensée. Et je voudrais, de cette période, de la période entre-deux-guerres, citer deux exemples, deux éléments. D'un côté, pour dire comment Valéry était important pour la littérature et la poésie italienne de la période de l'entre-deux-guerres. Je ne vais pas citer des auteurs qui l'ont beaucoup aimé, comme Ungaretti, mais quelqu'un qui a toujours dit « je suis un peu à côté », mais que, comme Orsola disait ce matin, à juste titre, l'œuvre Gli Opsi di Seppia déjà montre une lecture très, très approfondie de Valéry. C'est Montale, qui a toujours été en rapport plutôt avec la culture anglaise que la culture française, qui a toujours dit « c'est Eliot plutôt que je considère mon poète européen ». Et même au moment de faire un discours officiel à la mort de Valéry, Montale prend un peu rigide, j'oserais dire. Et pourtant, non seulement Gli Orsi di Seppia, à l'occasion, il montre une lecture de Valéry, mais il y a un texte de 78 où Montale, dans un moment un peu compliqué, un peu difficile de sa vie, écrit des vers. Et son premier vers est « Non è come il passero crudele di Valéry ». Donc, ça signifie qu'en 78, dans un moment difficile où il jette des vers sur le papier, Montale montre qu'il a lu un poème, un sonnet difficile à trouver, parce que Valéry n'a jamais parlé de moineau cruel, mais il y a un sonnet qui dit « L'oiseau cruel toute la nuit me tint au point aigu, etc. etc. » Donc Montale avait... et c'était des vers qu'on pouvait lire dans des plaquettes ou bien dans des revues assez difficiles à trouver à l'époque. Donc Montale
lit, garde dans sa bibliothèque, et ou bien dans sa bibliothèque ou bien dans sa mémoire, il reprend Valéry au moment où il veut noter certaines situations de son esprit. Donc si d'un côté Valéry est le poète pendant la période de l'entre-deux-guerres, je voudrais citer un autre élément qui me paraît très intéressant de la présence de Valéry, c'est-à-dire la réflexion critique. Et je vais prendre l'exemple d'un débat qu'il y a, un débat qu'il y a entre les années 37, 35, 37, 38, mais dont la plupart des textes sont publiés ou républiés après la guerre. Donc parfois, il y a des recueils 46, 47, mais le débat avait déjà commencé. Et je vais citer un texte de Benedetto Croce contre un ami en réalité, parce que Spitzer c'est un ami. Croce était plutôt intéressé par la culture allemande, et donc il n'est pas particulièrement d'accord avec cette critique stylistique, avec ces critiques formalistes. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces critiques formalistes? Oui, c'est Fossler, c'est Spitzer, non, ce sont les Français en réalité, et j'ai traduit Benedetto Croce. Toutes les avancées dans la critique et dans l'histoire de la poésie ont été naturellement engendrées par des philosophes. Elles n'ont jamais été provoquées par des hommes des lettres, ni par des artistes qui parfois pensent et disent superbement des choses très vraies à propos de l'art, mais qui ne sont pas capables de les approfondir, de les rendre cohérentes, ni de leur donner une structure logique. Or, la théorie dont je parle, et c'est-à-dire la stylistique, a été proposée et employée par des lettrés purs, dont le chef et le maître est ce Mallarmé qui paraissait parfois poseur, parfois victime de l'illusion ou de la folie. D'ailleurs, on ne peut trouver plus de vigueur intellectuelle dans l'honnête Paul Valéry, son disciple et maître de la nouvelle génération, dont la mode a imposé d'écouter bouche bée les sentences pseudo-philosophiques si pauvres, si biscornues, souvent si mal à propos. Bon, j'ai choisi avec quelques malices ce morceau. En réalité aussi, Benedetto Croce va écrire des choses un peu différentes. Après, il va lire Émilie Noulet. Mais je l'ai choisi parce que c'est ces textes assez, polémiques, donnent naissance à un débat très intéressant. D'un côté, il y a Benedetto Croce, mais de l'autre côté, il y a Contini, il y a De Robertis, il y a toute une série d'écrivains, de philosophes qui, d'une façon amicale, Spitzer était son ami, ou bien de disciples attentifs, parce que pendant la période fasciste, Croce a été une figure qui est restée en Italie, mais quand même une figure admirée, et après, c'était devenu un peu, le maître auquel on montrait le respect qu'on devait montrer à quelqu'un qui avait pris une certaine position pendant ces années-là. Et donc, avec avec beaucoup de douceur, des gens comme Contini, De Robertis, Minissi, etc., à propos de certains types de critiques stylistiques, ou bien ce qu'on appelle maintenant génétique. À l'époque, on l'appelait critica delle varianti ou variantistica. Il y avait eu dans le passé, en effet, ce qu'on appelait les poètes professeurs, Carducci à Bologna ou bien Foscolo à Pavia, qui, en tant que poète, étaient intéressés au travail sur les manuscrits. Mais ces gens comme De Robertis qui parlent de laboratoire, qui parlent de produits, non, ça ne plaisait pas à Benedetto Croce. Mais ils avaient toute une attitude de grand respect avec Croce. Et donc, par exemple, Contini, avec beaucoup de respect, mais pourtant, il présente son analyse des manuscrits il travaille sur Pétrarque, sur les manuscrits de Pétrarque, et après sur le grand poème L'Orlando Furioso. Et pour Pétrarque, il commence en disant « L'école poétique issue de Mallarmé, qui a trouvé son théoricien Paul Valéry, considère la poésie en tant que faire,
et l'interprète comme un travail toujours mobile et inachevable, dont le poème historique n'est qu'une section possible. Donc, en effet, c'est vrai, il y a ces maîtres au-delà des Alpes et on les revendique. Donc, il revendique que c'est le point de vue d'artiste, de producteur, c'est ça, mais qui peut transformer le point de vue du critique, car, je traduis encore Contini, une considération de l'acte poétique le poussera à déplacer de manière dynamique ces formules, à retrouver les directions de l'énergie poétique plutôt que ses contours figés. Les corrections d'auteur ne dessinent pas une frontière, mais indiquent une orientation, et ce n'est que maintenant que la conscience mallarméenne, de même que la réduction unitaire de la personnalité imposée par l'esthétique de l'expression, et il pense à Valéry, en permet une étude rigoureuse et poétiquement féconde. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans la période, certains de ces textes, comme je vous disais, sont 37-38, même s'ils sont publiés en 41 ou bien 46, même dans la période de l'entre-deux-guerres, Valéry est le poète, mais en même temps, on connaît ses idées, ses conférences et peut-être quelque chose de son cours de poétique. Je ne sais pas combien et je ne sais pas qu'est-ce qu'on connaît parce que jusqu'à 35 et 36, la France est la cousine germaine de l'Italie. En 1935, il y a la grande exposition d'art italien, d'art de la Renaissance, pour laquelle Mussolini signe en bas pas d'assurance, parce que ça coûte trop d'envoyer à Paris Léonard et Michel-Angelo et des Raffaello et Mantegna, etc. On doit montrer qu'on a un grand passé derrière les épaules. Et en 1937, au moment où il y a des comités italo-français pour que les Italiennes puissent aller à Paris pendant l'Expo de 1937. Mais en 1937, il y a le Front populaire en France et l'Italie entre dans la guerre d'Espagne. Donc en 1937, les comités italo-français essayent de conseiller de ne pas aller à Paris et rendent difficile plutôt d'aller à Paris. Mais on continue d'avoir la pensée, la littérature française et la langue française comme la langue internationale en Italie. Si on voit l'Index Translationum, même en 1937-1938, c'est-à-dire au moment où il y a une censure durissime en Italie, on continue de traduire surtout à partir du français. Et donc, quand même, on connaît, on lit, on voyage malgré tout. Et donc aussi, dans ces dernières années de cette période, la pensée de Valéry arrive et féconde à la pensée italienne. On continue d'avoir, après la guerre, d'avoir un grand intérêt pour Valéry. On le lit, on le traduit. Les nouveaux philosophes comme Enzo Pacci, on parlait de phénoménologie ce matin, ou bien des intellectuels comme Sereni. Sereni est un poète italien, c'était aussi le directeur des collections à la maison d'édition Mondadori. C'est lui qui a proposé cette pléiade dont parlait Carlo Ossora ce matin, la pléiade italienne qui est Meridiani Mondadori, qui est identique à la pléiade et qui propose les écrivains italiens d'une façon assez large, je ne dis pas complète, mais presque, et les Italiens étrangers d'une façon qu'on puisse avoir une idée précise. Et donc, ça continue après la guerre, les années 50, un peu 60, et après ça diminue. À l'année du centenaire de Valéry, 71, il n'y a presque rien en Italie. Il y a Agosti qui publie un choix de variétés chez Feltrinelli. C'est comme si cet intérêt pour la prose, pour la poésie de Valéry devenait de plus en plus. C'est le moment qu'on appelle en général l'enfer d'un écrivain. Chaque écrivain y passe pour une vingtaine d'années. Moi, je pourrais l'appeler le purgatoire parce que parfois, on revient vers le paradis. Après, donc, c'était ces années 70, où je demandais à mon professeur mon mémoire de maîtrise sur Valéry, parce que j'étais tombée absolument fascinée par quelques vers du Narcisse parle. Donc, mon français était catastrophique, je connais beaucoup mieux le latin, le grec que le français, mais je demande de faire un travail sur Valéry, et il me dit, mais non, pourquoi ne pas ça, non, pourquoi ne pas ça, non. Donc, à la fin, il me dit, d'accord, travaillez sur les vers anciens. Et permettez-moi quelques souvenirs personnels. Je me rappelle encore de la jeune étudiante, un peu confuse et très intimidée, qui allait 40 rue Paul Valéry, dans la maison de Paul Valéry.
Et là, pendant 2 mois, j'arrivais, il y avait Madame Paul Valéry, très gentille, et sa fille Agathe qui me recevait. Et pendant 2 mois, j'arrivais, il y avait une petite table sur laquelle on travaillait sur les manuscrits de Valéry, et j'ai recopié les progressives réécritures des vers anciens qui allaient devenir l'album des vers anciens et qui allaient donner naître aussi à la Jeune Parc, comme on sait. Et donc j'arrivais, j'ai recopié, parfois je regardais, je me levais, je regardais, là il y avait un Renoir, là il y avait Berthe Morisot, et j'ai rentré en Italie après 2 mois comme ça en disant c'est mieux que le jeu de paume, parce qu'à l'époque c'était le jeu de paume qui était le musée des impressionnistes. Et donc, quand je suis rentrée, je dois encore remercier la générosité de la famille Valéry, parce que je suis rentrée, après j'ai publié un livre à partir de mon travail de mémoire. Il y avait des mémoires de maîtrise, il n'y avait pas encore la thèse en Italie, c'est un système différent. Et donc, quand j'ai publié ce livre, qui était maintenant, je dirais, un parcours génétique. À l'époque, on parlait de filologia d'autore, de variantistica, donc ce parcours où j'avais retracé le parcours de Valéry pour arriver à l'album des vers anciens. Madame Valéry, Madame Agathe Valéry m'ont donné un inédit de Valéry, un poème inédit de Valéry comme cadeau de noces, parce que j'étais même en train de me marier, donc j'ai publié aussi cet inédit de Valéry. Ça a été, je pense, un certain nombre d'académiciens, des gens de différentes universités un peu fascinés par Valéry. Donc ça a été un travail de certaines universités, surtout Milan et Rome, mais ça a été un certain nombre aussi de passionnés de Valéry qui ont fait renaître dans les années 80 les intérêts pour Valéry. Il faut attendre les années 80, par exemple, c'est en 84, on me demande de refaire une traduction du Cimetière marin. Le Cimetière marin était continuellement traduit et retraduit d'ailleurs. Et c'est surtout 85, à mon avis, c'est l'année où on commence à voir les différentes maisons d'édition qui republient du Valéry. On publie des textes qu'on connaît, on publie des textes qui ne sont pas dans la Pléiade. Et je pense qu'un des éléments moteurs a été Adelphi qui commence à publier les cahiers de Valéry. Alors, le premier sort en 85 et à côté de ça, moi, j'ai noté... moi, je publie La chasse magique, ce sont des textes théoriques, y compris quelques textes tirés des discours de Valéry. Il y a un gros colloque à Milan et Venise, donc c'était moi et le collègue de l'Université de Venise, Agosti, qui faisions ce colloque à Venise. Après, il y aura le Centro Studi e Documentazioni Valéry de Rome. On achète à la bibliothèque de Milly-Noulet. Moi, j'ai réussi à faire acheter aussi des cahiers. Et donc, on commence à voir beaucoup d'universités italiennes qui ont les cahiers édition CNRS. C'est Milan, c'est Naples, c'est Pisa, c'est Rome, naturellement. Et donc, on fait même une petite collection pour des textes inédits ou bien très peu connus qui accompagnent le Centre Valéry de Rome. Donc, à partir de 80, je dirais autour des années 80, surtout 84 et 85, on commence à nouveau à lire, à traduire, à discuter et à faire des colloques, à faire des expositions. Il y a une belle exposition à Gênes où Madame Agathe Valéry nous prête un Renoir, où on va avoir c'est une exposition dédiée à Narcisse et on va ce qu'on a attribué à Caravaggio, qui est l'image de... On commence et après on va avoir des colloques à Palerme, des colloques à Naples, des colloques à Venise. Ce sont surtout les philosophes d'esthética qui sont intéressés, mais comme je venais de dire à notre amie Paola avant, ce qui était fascinant, c'était le fait que ce n'était pas des littéraires. Il y a la faculté de lettres qui proposait des choses naturellement, mais par exemple à Milan, il y avait le Politecnico, surtout la facoltà d'architecture. Il y avait les centres d'études neurologiques, il BESTA, dont le président, qui est intervenu à un colloque qu'on avait fait, m'a dit « Mais oui, mais j'ai eu le plaisir de connaître Paul Valéry ». Donc il y avait encore des personnes qui avaient eu des liens avec Paul Valéry, malgré, comme je disais, à partir de 1937, c'était très très mal vu, les rapports avec Paris.
Et il y avait des mathématiciens. Ce qui m'a paru très intéressant, c'est justement cet intérêt pour Valéry qui venait de différents côtés. Et naturellement, qui venait aussi du côté des maisons d'édition, parce que, alors ça a voulu dire aussi publier, républier, publier Variété, publier naturellement tous les cahiers dans l'édition de la Pléiade, etc. Moi, j'ai publié quelques inédits qu'on m'a donné, et à un certain moment, j'ai publié Alphabet, dont j'ai apporté ici pour quelqu'un qui m'avait demandé le facsimilé que j'étais autorisée à faire. On avait fait 90 facsimilés d'un cahier avec des dessins et quelqu'un magnifique de Valéry. Et après, l'après-midi, j'étais chez Madame Agathe Roy-Valéry. C'était plus 40 rue Paul Valéry, c'était à Neuilly. Et c'était après la publication d'Alphabet, et elle me dit, je viens d'avoir une lettre d'un monsieur qui me demande l'autorisation à publier les synthèses du cours de poétique de Valéry au Collège de France. Et naturellement, je vais dire oui, mais pourquoi ne pas publier le cours? Jette un coup d'œil. Et donc, je jette un coup d'œil, je vais à la Bibliothèque nationale, après je demande à Orsola pour le Collège de France, je commence à travailler sur ça. Et je travaille un peu, disons, sur la première année et un peu plus en général sur le reste. Je me fais une idée, et quand j'ai une idée un peu, qui me paraît assez précise, je vais voir Teresa Cremisi qui dirigeait Gallimard à l'époque. Et je lui dis, je suis en train de faire ça. Elle me dit, excellente idée, on va le publier. Et là, en même temps, j'enseignais en Italie, j'étais en train de faire l'édition Mondadori Meridiani de Colette, donc je travaille un peu, je vois qu'il y a des gros problèmes, que je pense que ce sont les mêmes problèmes que William a trouvés. Par exemple, il y a une leçon qui me paraît fascinante, on parle du subconscient. C'est magnifique, parce que Valéry a certains modèles économiques, de la physique, etc. Mais là, ce n'est pas un système subconscient auquel il est particulièrement, intéressé. Donc, leçon sur le subconscient, tac, 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 et à un certain moment, la leçon s'interrompt. Et il y a des pages qui manquent. Alors, je commence à chercher. Et Florence de Lucie avait fait aussi des ensembles de bribes, notes, choses. Je cherche, je ne trouve pas. Et donc, égaré, perdu, je ne sais pas quoi, en effet, il a trouvé la solution en mettant là le résumé qui a été fait par Jean Le Breton. Mais là, je me dis, bon, je dois chercher. Je cherche, en réalité, je n'ai pas trouvé le reste, mais j'ai trouvé les notes de Valéry pour faire un livre sur Mallarmé, que j'ai publié à Naples quand on a fait l'année Mallarmé après le centenaire. Donc, je trouve des choses, mais pas ce que je cherche. Et donc, je laisse un peu tomber, j'avoue, parce que je dis, bon, je devrais me consacrer, mais il y a des choses qui manquent, quoi faire. Mais on me dit, donc j'étais en train de faire une édition Colette, on me dit, on va faire, la directrice des Méridianes me dit, oui, on va faire Valéry maintenant, donc tu t'occupes de Valéry, i Meridiani, mais un seul volume. Alors, Mondadori n'appartenait plus à la famille Mondadori, appartenait à Berlusconi, donc on propose un seul volume. On dit, après, on va faire un seul volume pour Mallarmé, et en ce moment, c'est notre collègue Magrelli qui s'en occupe avec l'aide d'Antonietta San. Et donc, un seul volume, Valéry, c'est dur. Et je me demande quelle idée je vais donner de Valéry. Et c'est là que aussi le cours de poétique revient, parce que alors je décide de faire quelque chose parce que j'avais pensé à deux solutions. J'avais pensé à un dictionnaire, je l'avais appelé Vocabolario Valéry. Et après, je vois qu'en réalité, le parcours de Valéry, il va vers une certaine direction, il revient en arrière, il amplifie, c'est difficile. Ça, c'est un premier problème de faire, parce que quand même, j'ai 2000 pages maximum, donc je dois décider quoi je veux faire. Et le deuxième problème, c'était que c'était un vocabolaire, Valéry, donc c'était en italien. Alors moi, comme je disais, j'ai traduit presque tout de Valéry, sauf Léonard, qui a été traduit par une collègue
dont les premières traductions ont été supervisées par Italo Calvino, donc on ne pouvait pas voir mieux, et le théâtre Raymond Faust, que j'ai proposé à un élève et maintenant collègue que je trouvais doué pour le théâtre et qui a très bien traduit Raymond Faust. Mais pour le reste, j'ai tout fait. Donc, j'avais les idées assez claires sur les problèmes de la traduction. Et traduire, faire un lexique, mais en italien. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu de forcer le cours de poétique. Comment bon, si vous pensez à Marginalia, Poe n'est pas particulièrement satisfait du mot mind, et Valéry le reprend n'étant pas complètement satisfait du mot esprit. Comment traduire esprit? Si je prends les deux personnages dont je vous ai parlé, je pense que Benedetto Croce aurait traduit spirito et Contini aurait traduit mente. Donc déjà, si je fais un vocabulaire en italien, je force d'un côté ou d'un autre. Alors j'ai décidé que j'allais faire autre chose. Donc il y a la poésie jusqu'à Corona Coronilla, certains textes de Corona Coronilla. Il y a des textes que j'ai appelés prosa poetica, Agathe et alphabet. Et Agathe, ça me permet justement d'entrer dans un système, dans un certain type de problème. Parce que c'est déjà dans Agathe que Valéry se pose le problème qu'il va se poser au moment du cours de poétique, etc. Et donc j'ai inventé une section qui s'appelle Modelli e strumenti del pensiero. Modèles et instruments de la pensée. Et là, j'ai mis là où cette recherche devient invention d'un personnage, ou là où cette recherche est recherche pure. Et donc, il y aura Monsieur Teste, il y aura Léonard de Vinci, il y aura Robinson, il y aura le seul exemple que Valéry a donné des cahiers, le cahier B 1910, c'est-à-dire là où il a autorisé à publier. Moi, j'ai choisi là pour donner une idée qu'est-ce que c'est que le cahier. Et il y aura la présentation générale du cours de poétique et les 3 premières leçons du cours de poétique. C'est une espèce de hors-d'œuvre pour donner à mon lecteur l'idée de qu'est-ce que c'est que la recherche de Valéry. Et donc, il y a cette partie générale et les 3 premières leçons. La première leçon qui avait déjà été publiée au Collège de France, naturellement, et les 2 autres, et avec une note qui explique un peu. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait du cours de poétique? Voilà, je fais une espèce de, comment dire, plaisir d'avoir une idée d'eux pour mon lecteur. Et après, naturellement, il y a tous les essais en littérature, en poésie, bon, les recherches, voilà, j'ai même oublié comment je les ai appelés. Voilà, un moment si je regarde, voilà. Là, c'était Modelli strumenti del pensiero, les dialogues, le théâtre, et après les essais, peinture, littérature, politique, actualité, etc. Donc, donner une idée assez générale de ce que c'était la pensée de Valéry. Et je pense que ce choix a plu, parce que quand je demandais à la directrice des Meridiani de donner un titre à l'introduction, moi je suis pas tellement astucieuse pour le titre, elle a choisi una inesausta volontà di autocostruzione, une inébranlable volonté d'autofabrication. Donc cette partie avec des modèles et strumenti del pensiero, avec ces exemples de la recherche de la pensée de Valéry, évidemment, ça lui a paru ce qu'il y avait de particulièrement valérien, et donc elle a choisi ce titre comme le titre pour l'introduction à ce qui est une partie de l'œuvre valérienne, une partie qu'on a connue au fur et à mesure et qui peut donner au lecteur italien une idée de qu'est-ce que c'est Paul Valéry. Merci.